Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais commencer par montrer le lien entre mon sujet et le panel général qui est ici traité. Pourquoi semi-périphérie yougoslave ? Donc, cette partie de l'histoire yougoslave est généralement pas connue. Alors, le 1er décembre 1918, ce qu'on appellera ensuite plus tard la première Yougoslavie est créée sous le nom du royaume des Serbes, Slovènes et Croates, qui deviendra royaume de Yougoslavie en 1929. Cette première Yougoslavie se situe et doit être située du point de vue de l'analyse marxiste, et y compris en reprenant les terminologies aussi de la problématique de Braudel, du système monde capitaliste avec son centre, donc de notre point de vue impérialiste, ses périphéries coloniales et semi-périphéries indépendantes, mais sous dépendance réelle des centres impérialistes. La première Yougoslavie se situe dans la semi-périphérie, c'est-à-dire ni colonie, ni indépendance réelle, mais au contraire, une dépendance à la fois politique, économique et financière des puissances impérialistes, y compris la création même de cet État qui va regrouper des peuples qui n'avaient jamais été dans un même État avant 1918, dont certains étaient dans l'Empire austro-hongrois, c'est la Croatie, la Slovénie, une partie de la Serbie, et puis tous les autres étaient à l'intérieur de l'Empire ottoman que les grandes puissances impérialistes cherchent à dépecer dans la Première Guerre mondiale. Donc cette première Yougoslavie se situe dans la semi-périphérie sous l'angle d'une formation sociale à industrialisation extrêmement limitée. Seule la partie qui avait été dans l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire Croatie, Slovénie, ont connu un début d'industrialisation quand on se situe donc à cette époque-là, en 1918. Et tout le reste est strictement non industriel. Donc le pays qui se constitue est un pays à 80% paysan, avec une industrie ayant tous les stigmates de ce que Trotsky analyse dans le développement inégal et combiné, y compris d'une industrialisation sous dépendance de capitaux étrangers, donc extravertis et tributaires des intérêts des capitaux du centre. Donc on n'est pas dans une colonie, mais on est dans une situation de semi-périphérisation et de dépeçage par les grandes puissances de l'Empire ottoman, avec la création de ce royaume des Serbes, Croates et Slovènes comme un rempart contre la révolution d'octobre. Deuxième point, l'impact politique donc de cette révolution d'octobre à ce moment-là, d'une part se manifeste sous l'angle impérialiste et bourgeois par la création de cet État, mais il se manifeste par la création du Parti communiste yougoslave, donc qui est né l'année suivante, et aux premières élections, donc en 1920, aux premières élections à l'intérieur donc de ce nouvel État, ce jeune Parti communiste issu donc de la social-démocratie de la région a des positions tout à fait remarquables. Il arrive en 3e position. Il a plus d'une 60aine d'élus au municipal. Il devient majoritaire dans la municipalité de Belgrade. Il a quelques 60 000 militants pour un pays de l'ordre de 10 millions d'habitants, et une influence syndicale directe sur quelques 200 000 syndicats. Et il est immédiatement interdit. Voilà le souffle d'octobre. La municipalité de Belgrade est dissoute, le Parti communiste est interdit, les syndicats sont interdits, et la propagande communiste est punie de mort. Le Parti communiste passera à quelques 3000 membres sous le feu de cette répression. Donc il ne va pas connaître le processus de stalinisation de l'Union soviétique dans des conditions entre guillemets normales, mais en prison.
Et c'est dans les prisons de la première Yougoslavie sous domination de la monastie serbe, notamment que les cadres du Parti communiste vont étudier, et avec passion, l'expérience soviétique, l'expérience du double pouvoir, l'expérience de la lutte armée, les thèses d'avril de Lénine, l'actualité de la révolution mondiale dans la foulée d'une crise du système monde capitaliste impérialiste, dans le cadre de ce qu'était la Première Guerre mondiale et qui va se prolonger comme crise profonde du système monde capitaliste et impérialiste jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que je vais essayer d'illustrer, c'est que la révolution yougoslave est une application des thèses d'avril de Lénine dans la Deuxième Guerre mondiale, contre Staline. Alors, la réalité de l'impact aussi de la révolution d'octobre et et notamment de Lénine, je dirais, tout particulièrement sur Tito, qui va se trouver en Russie, en URSS, pendant quelques années, puis reviendra en Yougoslavie, sera emprisonné pendant 5 ans, aura un procès extrêmement politique et révolutionnaire. Mais l'impact des idées de Lénine vont se faire sentir sur 3 domaines qui sont tout à fait essentiels pour la formation sociale semi-périphérique yougoslave. D'une part, la question agraire, paysanne, dans un pays à 80% paysans, où la grande masse des paysans sont à la fois confrontés à certaines grandes propriétés, de l'accaparement des terres, de grandes propriétés notamment par l'Église, mais la grande masse des paysans est paupérisée, sans terre y compris. Et donc la question, y compris le tournant de Lénine sur la question paysanne du côté du programme des socialistes révolutionnaires, la terre aux paysans et non pas la nationalisation, a un très fort impact sur la direction, sur Tito notamment. Deuxième question, la question nationale de la Yougoslavie, donc est non seulement composée de Croates, Slovènes et Serbes, mais de plusieurs autres peuples, slaves ou non slaves, comme les Albanais, et même du côté slave, donc une partie de communautés non reconnues dans la première Yougoslavie. Puis la première Yougoslavie va se transformer après même la répression du Parti communiste et des syndicats, va se transformer en une dictature qui va être qualifiée par le Comintern comme prison des peuples et unitariste, si vous voulez, ne reconnaissant pas la diversité des peuples, y compris slaves et non slaves a fortiori, de cet espace. D'où d'ailleurs une politique plutôt et c'est le deuxième point sur lequel Lénine dans l'esprit, la lettre et pas nécessairement les contradictions de l'application va avoir un impact, c'est la reconnaissance de l'autodétermination et l'idée que l'union sera, même si c'est avec des dimensions tacticiennes, l'idée que l'union entre peuples différents, et là vous avez des peuples qui ont des langues différentes, y compris slaves, hein, donc le serbe c'est pas le slovène, c'est pas non plus le macédonien, etc. Et plus évidemment le hongrois en Voïvodine, l'albanais, etc. Donc d'une part des histoires différentes, politiques, des réalités sociales historiques différentes, des langues différentes, des cultures différentes, des religions différentes, avec les 3 religions dominantes, notamment dans cet espace-là. Bon, bref, des questions nationales complexes, avec le thème de l'autodétermination des peuples, qui est un moyen, y compris de lutte contre la première Yougoslavie. Alors ça peut être une lutte dans laquelle ils auront des divergences et des évolutions d'orientation stratégique sur lesquelles je ne reviens pas, soit dans le sens de l'éclatement et de la construction d'États séparés, soit, et ça sera la ligne que va défendre à partir de la fin des années 30, notamment la direction de Tito, et avec Cardel, c'est l'idée d'une nouvelle union
yougoslave, basée sur la reconnaissance de l'autodétermination des peuples, de la diversité des peuples yougoslaves. Et ce sera une des conditions de leur capacité de victoire et de résistance contre l'orientation alternative qui était celle des tchétniks, c'est-à-dire des nationalistes grands serbes ayant une politique d'oppression précisément nationale. Troisième thème sur lequel les thèses de Lénine, notamment les thèses d'Avril et de Trotsky se faisant, mais les thèses de Lénine exprimées donc notamment à partir d'Avril ont un impact, c'est la question qui se pose pour cette Yougoslavie qui a les mêmes structures de ce point de vue-là, de pauvreté, d'arriération, de domination paysanne, etc., que la Russie, la question de l'industrialisation, des conflits de classe et de la possibilité de passer par-dessus une étape qui serait une étape de transformation réellement capitaliste dans le même scénario qu'ont connu la France ou la Grande-Bretagne et qui pourrait aller vers un processus de révolution socialiste. Alors, évidemment, au début de 1900, en 1920, la Yougoslavie qui se crée est une Yougoslavie capitaliste périphérique, semi-périphérique, et le Parti communiste est réprimé, mais la question de savoir qu'est-ce qui va advenir sous l'angle de l'industrialisation du pays est donc posée. Or, qu'est-ce qui se passe à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire donc l'entre-deux-guerres reste celle de la grande crise capitaliste de la montée du fascisme, des polarisations sociales, et quel est le bilan de cette première Yougoslavie sous l'angle de l'industrialisation? Nul. C'est-à-dire des régions entières, toutes les régions du Sud, sont restées complètement agraires. Du point de vue du capital étranger, c'est intéressant de s'investir éventuellement sur des secteurs pour pouvoir qui sont intéressants du point de vue des matières premières ou autres, mais qui sont à disposition les plus rapides du point de vue de l'exportation. Et puis, donc, il n'y a pas d'industrialisation ni résolution de la question agraire dans ce pays, comme c'était le cas. Avant, donc, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les communistes yougoslaves sont évidemment perturbés par le pacte germano-soviétique. Tito, avant que Staline en prenne conscience, est convaincu qu'il va y avoir rupture et invasion de l'URSS par l'Allemagne. Et Tito proclame, et la direction titiste proclame en avril, avant même qu'il y ait l'intervention des troupes de l'Axe en Yougoslavie, en avril, comme les thèses d'Avril, qu'il y aurait une nouvelle révolution à la faveur de la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie et qu'elle permettrait la création d'une union fraternelle de tous les peuples de cette région dans une optique donc révolutionnaire. Alors, troisième point, il y a derrière tout ça des conflits cachés, évidemment, par rapport à ce qu'est, donc Lénine est mort, la stalinisation de l'URSS, la construction du socialisme dans un seul pays, qui est la thèse stalinienne, plus les politiques nationales, et les zigzags du Comintern dans cette phase-là, avec des effets désastreux qui seront ressentis en Chine, mais qui seront ressentis aussi en Yougoslavie, que ce soit les phases de Front populaire ou au contraire ultra-gauche, etc. Donc une certaine déjà expérimentation sur le terrain des lignes venant du centre du Kremlin, telles qu'appliquées ailleurs, avec leur désastre dans des situations de polarisation sociale extrême. Mais surtout, d'une part, Tito va être à la fois un admirateur de Staline et se proclamer le premier stalinien du monde. Il va participer à la répression anti-trotskiste, y compris pour se faire bien voir. Mais en même temps, il se défie du Kremlin. Et en même temps, il est profondément léniniste au sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il va être responsable de l'organisation des brigades internationales en Espagne. Beaucoup de Yougoslaves et beaucoup de travailleurs yougoslaves ont participé aux brigades internationales en Espagne. Et beaucoup de cominformistes qui sont allés en Espagne vont se faire tuer dans les grands procès staliniens au retour de la guerre d'Espagne. Tito
à la fois complice et en même temps, il voit autour de lui des victimes proches et se défie, y compris pour lui-même, de ce qui est en train de se passer et des orientations de Staline. Et en ce qui concerne, pour aller vite, l'orientation prônée face au fascisme, puis dans la Seconde Guerre mondiale, la ligne de construction du socialisme dans un seul pays qui va s'appliquer notamment alors à la fin des années 30 en Espagne contre la transcroissance de la résistance antifasciste en lutte anticapitaliste, eh bien Tito ne l'accepte pas. Il va critiquer les partis communistes qui en restent à la lutte antifasciste et l'orientation explicite des communistes yougoslaves, c'est la transformation de la lutte antifasciste en lutte anticapitaliste, ceci à la faveur d'un scénario spécifique qui est l'éclatement de la Yougoslavie sous l'intervention des forces de l'Axe, Italie, Allemagne, Bulgarie, etc., qui se partagent le pays, et donc qui va permettre de donner une dimension particulièrement forte à la résistance organisée par le Parti communiste yougoslave, qui va être à la fois résistance antifasciste, lutte de libération nationale, parce qu'il y a bel et bien des occupants, et en même temps avec une double orientation, un double slogan fondamental qui va donner les bases stratégiques essentielles de ce qui va permettre la victoire de la révolution yougoslave, c'est-à-dire la question nationale et la question sociale. La question nationale, c'est contre la première Yougoslavie et contre l'orientation grand serbe des Tchétniks, la promesse d'une union fédérative et avec une organisation de terrain. Les partisans donc yougoslaves organisent la lutte armée à la veille, compte tenu de la répression dont je vous ai parlé contre le Parti communiste d'une part, et aussi des luttes fractionnelles épouvantables internes dont je ne vous parlerai pas. Le Parti communiste, à la veille de la Seconde Guerre mondiale yougoslave, est crédité de 5 000 à 10 000 membres, par rapport aux 60 000 du début de 1920. Il va organiser la lutte de libération nationale et sociale sur la base, alors il ne va pas prendre le mot soviète, mais des comités de libération nationale. Ces comités de libération nationale sont un double pouvoir sur les territoires libérés. Dès donc il y a une armée de libération nationale qui est organisée avec des commissaires communistes aussi à l'intérieur, qui va être une montée en masse de la paysannerie avec des centaines de milliers de paysans et d'ouvriers, mais la grande masse est paysanne, armés, à qui la terre est distribuée sur les territoires libérés avec l'annulation des dettes et quelque part donc à la fois une promesse de égalité nationale et de satisfaction sociale qui se heurte à l'orientation de Staline dans la politique avec ses alliés tels que négociés dans les coulisses diplomatiques et à Yalta. Yalta impliquait un partage du monde entre grandes puissances dont Staline faisait partie. Et dans ce partage du monde, la Grèce, l'Albanie font partie de l'Occident, entre guillemets, et la Yougoslavie est supposée être partagée à 50-50. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle doit redevenir une monarchie. Donc la monarchie serbe s'est réfugiée à Londres, avec comme relais donc les Tchétniks qui défendent le retour du roi en Yougoslavie et d'une nouvelle Yougoslavie dominée par cette royauté. Alors le 50% veut dire qu'au lieu d'être interdit, le Parti communiste aurait quelques strapontins dans un parlement de cette monarchie. Face à ces négociations de coulisses, la direction communiste yougoslave organise en 1943, pendant la guerre, des conférences nationales, des comités de libération nationale. Le sigle en yougoslave, en serbo-croate, c'est l'AVNOJ, Assemblée nationale des comités de libération yougoslave, qui sont organisés sur des bases fédératives et qui proclament explicitement: nous ne voulons pas du retour du roi, nous voulons une république.
Hein. Et donc, ils tiennent tête à Staline à la fois contre ce projet et aux alliés, contre ce projet, et en même temps en affichant la fossile et le marteau et un projet à dynamique révolutionnaire. Staline envoie les pires menaces contre ça, en disant qu'il faut respecter ce que sont les accords diplomatiques. Ils ne seront pas respectés, pas plus en Chine d'ailleurs qu'en Yougoslavie. En Yougoslavie, ça n'est pas respecté parce que le Parti communiste yougoslave est confronté à une polarisation sociale extrêmement grande et qu'il prend la tête. Donc Tito s'est autonomisé, y compris du point de vue financier à partir des années 30, de tout financement du Kremlin, et s'est autonomisé politiquement de l'orientation du Kremlin. Et donc la ligne appliquée par les communistes yougoslaves va être une ligne de transcroissance de la lutte antifasciste qui, par sa dynamique sociale et nationale, va être extraordinairement populaire et qui va permettre une croissance organique de ce parti qui va en 41 avoir plusieurs dizaines de milliers de membres, une grande majorité à la base de paysans et dans les organismes de direction intermédiaire et nationale ouvrières, plus des intellectuels. Mais la grande majorité est paysanne et ouvrière. Et c'est non seulement il se défiait du Kremlin, mais y compris dans l'arrivée au pouvoir, il y a une course de vitesse entre l'armée qui est souvent racontée, entre l'armée populaire de libération nationale, donc basée sur les populations yougoslaves armées, pour arriver les premiers à Belgrade avant l'armée rouge, de façon à être maître chez soi. Bon. Alors, les conflits fondamentaux avec Staline sont la confrontation avec la politique hégémonique. Jusqu'à 1948, il était interdit de critiquer le grand frère soviétique. Et jusqu'à 1948, l'espoir de Tito, malgré les défiances envers le Kremlin, malgré l'autonomie vis-à-vis du Kremlin, c'est que... Staline manœuvre, etc., mais que fondamentalement, quand même, Staline soutiendra la révolution yougoslave. C'est vraiment son espoir. Il ne pense pas du tout autrement. Donc, mais ils ne veulent pas d'une politique de dépendance. Staline va être obligé de reconnaître, parce que les alliés eux-mêmes reconnaissent que c'est bien, bel et bien, la résistance des partisans dirigés par le Parti communiste yougoslave et non pas les Tchétniks qui ont gagné la lutte contre le fascisme. Donc, ils sont reconnus et les premières mesures économiques mises en place par le nouveau régime recopieront malgré l'existence des comités de libération nationale, c'est pas du tout une remise en cause, ni des éléments de centralisme qui sont portés par l'expérience, y compris léniniste, et stalinienne a fortiori, ni la logique du parti unique. Donc vous êtes dans une situation impure, et nous sommes dans une situation impure, à la fois d'une vraie révolution, à la fois d'une rupture et d'une remise en cause et d'une défaite de la stratégie stalinienne de construction du socialisme dans un seul pays et de subordination des PC à Staline. Les PC se soumettent plus ou moins. Ils ne se soumettent pas de la même façon quand ils sont dans les pays du centre capitaliste, en Espagne, en France ou en Allemagne, comme par rapport à ce que sera la ligne autonome menée en se revendiquant de Staline par Mao. Qu'est-ce qui se passe en Yougoslavie? Donc, dans les tout premiers mois de la victoire révolutionnaire, c'est un centralisme, y compris sur le plan économique, la volonté de reproduire quelque part la planification de type soviétique, et l'espoir d'avoir l'aide du grand frère soviétique. Sauf que
la politique de Staline est une politique plutôt de colonisation, si on peut dire. C'est-à-dire la volonté de dire, bon, écoutez, nous sommes la grande puissance industrielle, vous n'avez pas besoin de vous industrialiser, vous pouvez recevoir notre aide, et de ce point de vue-là, il n'est pas nécessaire d'avoir une telle transformation. Le Comintern est dissous, mais le bureau qui va le remplacer est installé à Belgrade pour mieux surveiller cette révolution qui échappe. Et cette révolution qui échappe, elle échappe à une échelle régionale. C'est-à-dire que dans le dos de Staline, mais avec un certain soutien du dirigeant Dimitrov bulgare, qui était à la tête du Comintern, il y a des liens organiques avec tous les partis communistes de la région, et notamment en Grèce, qui pourtant ne devait pas participer donc à la transformation socialiste, mais aussi donc en Bulgarie, y compris en Albanie, etc. Et il y a un projet de confédération balkanique donc Tito, donc c'est pas un projet yougoslave, mais de confédération balkanique, qui est beaucoup plus favorable à la résolution d'ailleurs des questions nationales de cette région, parce que une optique de confédération balkanique permet de traiter de façon beaucoup plus égale le statut des différents peuples slaves et non slaves. Les Albanais ne sont pas des Slaves. Yougoslaves, ça veut dire Slaves du Sud. Bon. Alors, ce projet de confédération balkanique qui se négocie dans le secret est à la fois en conflit avec Yalta et en conflit avec la politique hégémoniste stalinienne. La rupture, l'excommunication des communistes yougoslaves en 1948 est due à ça. Donc, le titisme va être dénoncé comme le trotskisme, si vous voulez, comme ennemi, comme pénétration du capitalisme dans le monde communiste, avec tous les mensonges que cela signifie, dont Khrouchtchev viendra s'excuser quelques années plus tard, de façon semi-sincère. Mais en pratique, le projet de confédération balkanique échoue. Et les communistes yougoslaves se replient sur un projet yougoslave, et y compris d'ailleurs mettre des barrières avec les camarades grecs qui se mobilisaient contre le fascisme et qui vont subir de plein fouet toute la répression sans avoir l'aide, y compris des communistes yougoslaves qui se replient sur eux-mêmes. Les Albanais eux-mêmes vont subir aussi les conséquences de ça, parce qu'ils vont se trouver piégés non plus dans un projet de confédération balkanique où on leur donnerait le droit d'autodétermination et où le Kosovo, qui est combiné donc dans sa composition ethnico-nationale, aurait pu être une province à la fois reliée à l'Albanie et à la Serbie et partagée par les peuples qui l'occupent. Le Kosovo se trouve piégé à l'intérieur du projet yougoslave, et les seuls peuples qui vont se soulever contre cette nouvelle création yougoslave vont être précisément les Albanais, bien que dans un deuxième temps ils vont connaître des améliorations de leur sort. Mais je ne peux pas le traiter ici. Donc je m'arrête là pour dire que la proclamation de l'autogestion vient de là. Donc, au démarrage, il n'y a pas, contrairement à l'expérience soviétique de 1905 et de 1917, des soviets spontanés, si vous voulez, au sens de l'expérience russe. Mais les comités de libération nationale, qui ont été dissous tout de suite après la fin de la guerre, restent une expérience vivante et qui n'est pas simplement manipulée, même si le centralisme de la lutte armée favorise quelque part évidemment le rôle central du Parti communiste. Mais c'est une vraie création populaire, une vraie mobilisation populaire. Et pourquoi l'introduction de l'autogestion ? Eh bien, les communistes yougoslaves vont se réclamer de la Commune de Paris contre Staline et l'étatisme. Et donc, tous les débats qui ont été étouffés, avec y compris les thèses de Lénine qui se réfèrent à la Commune dans l'État et la Révolution, sans pour autant ensuite l'appliquer, eh bien, ceci va être repris d'une façon à la fois ambiguë.
C'est-à-dire, ça n'est pas mon sujet de le traiter ici, donc je vais m'arrêter là. On pourrait en parler dans une autre... Donc, tous les problèmes non résolus, si vous voulez, pour les marxistes et les communistes, de quelle société construire, quelle économie politique des travailleurs, quelle place du plan, du marché, quelle combinaison entre planification et autogestion, tous ces problèmes sont des problèmes théoriques et expérimentaux auxquels les communistes yougoslaves vont se confronter. Ils ont les mêmes défiances envers les politiques de type anarchiste que pouvaient avoir les marxistes soviétiques. Ils ont les mêmes convictions de la nécessité d'une planification. Ils ont les mêmes interrogations sur les risques de transformation capitaliste dans les campagnes. Ils vont faire une collectivisation forcée pendant 2 ans, mais la liaison avec les paysans vont les amener à remettre en cause ça et à reconnaître et à essayer de reconnaître donc la propriété privée pour les petits paysans dans l'incitation à une logique de socialisation coopérative par les kolkhozes. Donc ils vont se confronter à la fois, je dirais, à toute la réalité je dirais des dimensions de la révolution permanente, c'est-à-dire le fait que la révolution dans un seul pays n'est pas possible, le fait que dans les pays de la périphérie, semi-périphérie capitaliste, la bourgeoisie est incapable d'assurer une industrialisation et une résolution des questions à la fois nationales et agraires qui seraient celles d'une révolution démocratique bourgeoise. Ce sont bel et bien des formes dictatoriales bourgeoises qui s'imposent, et c'est contre cela que le processus de révolution se mène, pas de façon spontanée, de façon politiquement organisée, et à la fois avec une très forte mobilisation par en bas, et en même temps avec l'intégralité des questions qui se posaient jusqu'à ce jour pour nous. C'est pour ça que je vous incite à un retour. J'ai produit un texte de bilan du siècle soviétique et des grands débats de ce siècle, pour ne pas s'arrêter à 1920, pour ne pas s'arrêter à la stalinisation, pour ne pas s'arrêter à l'URSS, et pour intégrer pleinement, y compris l'expérience des révolutions qui, comme le souhaitaient, comme l'espéraient les bolcheviks, ont éclaté dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ont éclaté en même temps avec l'existence d'un pouvoir stalinien, de partis qui vont reproduire le système de parti unique. Mais c'est pas simplement stalinien, c'est aussi quelque chose qui relève du substitutisme avant-gardiste qui nous concerne. La bureaucratie, ça nous concerne, et c'est beaucoup plus important de lutter contre quelque chose qui est interne au mouvement ouvrier et aux révolutions, à savoir le danger bureaucratique, le danger des oppressions nationales, le danger des oppressions sexuelles, etc., malgré la remise en cause de la domination du capital, que de décrire comme capitaliste tout ce qui serait oppression et exploitation. Malheureusement, le mouvement ouvrier, la révolution, et nous sommes confrontés à des tâches de révolution qui doivent, avant, comme ça a été dit, je relayerai, avant, pendant et après, mettre à l'ordre du jour les questions de l'oppression nationale, de l'oppression des femmes, combinées avec l'exploitation de classe de façon imbriquée, comme une condition à la fois de la victoire révolutionnaire et de la transformation jusqu'au bout d'une société en société communiste. Merci.